Bienvenue dans ce premier épisode de Science Frisson. Au travers de cette émission, vous découvrirez le récit glaçant de scientifiques et d'inventions hors normes qui repoussèrent en leur temps les limites de la science et de la morale. Qui a dit que la science n'avait pas une part d'ombre? Alors installez-vous confortablement et n'oubliez pas, ce que je vais vous raconter, c'est bel et bien produit. Nous sommes à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les troupes alliées libèrent l'Europe et le monde découvre avec stupeur les horreurs perpétrées dans les camps de concentration. Les fours crématoires ne chômaient ni jour ni nuit, et le cycle recommençait avec l'habillage des nouveaux arrivés. Les nazis ont mené des expériences sur des milliers de prisonniers. On les irradie, les torture, leur inocule des virus ou même les dépaisse vivants. L'Amérique victorieuse souhaite donner l'exemple et organise rapidement la tenue des procès de Nuremberg qui visent à juger les dignitaires allemands pour leurs crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Nuremberg est aujourd'hui une ville ruinée. Dans ce bâtiment resté debout, s'est ouvert le procès géant des plus grands criminels de guerre, de ceux qui ont préparé le massacre. Lors du procès des médecins en 1946, 20 docteurs et 3 officiels nazis sont jugés. 5 des accusés sont acquittés, 7 seront condamnés à mort et les autres à des peines de prison. À l'issue de ce procès, l'Amérique rédige le Code de Nuremberg, un texte faisant foi, déterminant l'éthique qui doit prévaloir lors des expérimentations pratiquées sur l'être humain. Les scientifiques américains ne se sentent naturellement que peu concernés par ce texte visant essentiellement des pratiques barbares, à tort. En effet, les États-Unis vont commettre ces mêmes atrocités qu'ils dénoncent sans aucun scrupule durant près de 20 ans. Trépanation, lobotomie, administration de drogue, LSD, benzoïque, uranium, création de drogues et substances psychotropes, harcèlement sexuel, le tout sur des sujets non consentants, patients en phase terminale, prisonniers et même enfants, et ce à travers différents projets de la CIA aux noms tous plus énigmatiques les uns que les autres. Le projet Artichoke, MKUltra, Bluebird et tant d'autres. Tous dirigés et établis par un seul scientifique chercheur en biochimie, le docteur Sidney Gottlieb. Son surnom, le Mage Noir, son but, le contrôle de l'esprit humain. Stephen Kinzer, dans son ouvrage consacré au docteur Gottlieb, souligne que Winston Churchill parlait d'un monde rendu plus sombre par la lumière d'une science pervertie. Il faisait alors référence aux expérimentations menées sur des êtres humains par les médecins nazis dans les camps de concentration. Mais ces remarques auraient pu tout à fait être appliquées aux activités de Sidney Gottlieb de la CIA. La vérité, c'est que Gottlieb n'était pas du tout destiné à être sous les feux des projecteurs. Pendant près de 20 ans, Gottlieb a mené la plus grande recherche systémique de l'histoire sur les techniques de contrôle de l'esprit. Il est devenu le Poisoner in Chief, traduisez l'empoisonneur en chef de l'agence, et a reçu la distinction douteuse de tortionnaire le plus prolifique de sa génération. Il a présidé des expériences médicales et des interrogatoires spéciaux sur des sujets humains, bouleversant les vies et les esprits d'une classe que l'on appelait à l'époque consommables. En clair, des prisonniers, toxicomanes, malades mentaux et patients en phase terminale, citoyens involontaires et même enfants. Faire avouer un ennemi, fabriquer une machine à tuer. Linda McDonald fera partie de ces personnes sacrifiées. En l'espace de 3 semaines, le docteur Cameron me considéra comme atteinte de schizophrénie aiguë et m'a envoyé dans la chambre de sommeil. J'ai été dans le coma pendant 86 jours. J'ai dû réapprendre à aller aux toilettes. J'étais devenu un légume. Je n'avais plus aucune identité, plus aucun souvenir. Ma vie n'avait jamais existé avant cela. Comme un bébé, c'était la fin de ma vie. La carrière du docteur Gottlieb fut prolifique. Il admit bien des années plus tard avoir fourni des poisons pour des tentatives d'assassinat avortées de puissances étrangères, dont le Premier ministre congolais et le Premier ministre chinois. Sa contribution la plus étrange reste celle d'un projet visant à déstabiliser Fidel Castro, où il avait émis l'hypothèse de lui mettre du thallium dans les chaussures pour que ses cheveux et sa barbe tombent. Alors que le Code de Nuremberg définit une liste de 10 critères indiquant les conditions que doivent satisfaire les expérimentations pratiquées sur l'être humain pour être considérées comme acceptables, Gottlieb s'emploiera à en enfreindre une bonne partie durant sa carrière au sein de la CIA, parmi lesquelles le consentement volontaire du sujet humain, qui est absolument essentiel,
l'expérience doit être telle qu'elle produise des résultats avantageux pour le bien de la société. L'expérience doit être conduite de façon telle qu'elle doit éviter toute souffrance ou toute atteinte physique et mentale non nécessaire. Aucune expérience ne doit être conduite lorsqu'il y a raison, a priori, de croire que la mort ou des blessures invalidantes surviendront. Le niveau de risque devant être pris ne doit jamais excéder celui de l'importance humanitaire du problème que doit résoudre l'expérience. Les expériences ne doivent être pratiquées que par des personnes scientifiques qualifiées. Dans le déroulement de l'expérience, le sujet humain doit être libre de mettre un terme à l'expérience à tout moment. Voici quelques-uns de ces critères que Gottlieb enfreindra durant 20 ans. Selon le biographe Stefan Kinzer dans son livre récemment publié, Gottlieb a justifié tout cela au nom de la science et du patriotisme. Son patriotisme a justement été mis à mal en 1943 lorsque Gottlieb avait tenté de s'engager dans l'armée. Il venait de terminer son doctorat en biochimie à la California Institute of Technology et voulait servir. Malheureusement, il fut rejeté. Le fils du Bronx, né de parents juifs orthodoxes et d'origine hongroise, était né avec 2 pieds beaux. Enfant, sa mère l'avait porté partout et il n'a pas marché normalement sans appareil avant l'âge de 12 ans. Gottlieb était anéanti par ce rejet et rêvait de trouver un moyen pour servir coûte que coûte son pays. Près d'une décennie plus tard, cette solution s'offrit à lui. À cette époque, Gottlieb vivait et travaillait comme chercheur à l'université de Maryland. Lui, sa femme Margaret et leurs 2 petites filles vivaient une vie paisible à Vienne, en Virginie. Alors qu'il était étudiant à l'université de Wisconsin, Gottlieb avait été encadré par un scientifique nommé Ira Baldwin, dont l'effort de guerre avait été dirigé par un programme secret visant à développer des armes biologiques en 1941. Mais en 1950, les priorités avaient changé. Baldwin était de retour à l'université, les armes nucléaires avaient usurpé les armes biologiques et le nouveau domaine d'intérêt était l'esprit humain. Les scientifiques militaires fabriquaient déjà des drogues psychoactives et convulsives et travaillaient déjà avec les interrogateurs de la CIA qui les appliquaient aux prisonniers. Mais le programme avait besoin d'un coup de pouce. Il voulait un chimiste imaginatif dont l'ambition ne soit pas entravée par la conscience ou les subtilités juridiques. Baldwin a donc recommandé naturellement Sidney Gottlieb. Ainsi, le 13 juillet 1951, il commence à travailler à la CIA. Il est d'abord chargé de la division chimie du service technique, le même département qui met au point les outils d'espionnage. Il est chargé de trouver des drogues et des méthodes pour contrôler l'esprit humain. En effet, la CIA cherche à cette époque à fabriquer des espions programmables à distance. Dans les documents de la CIA, on retrouve toutes ces expériences qui visent à créer des super-espions. On leur crée une nouvelle personnalité, on leur assigne une mission comme infiltrer un réseau, et une fois la mission terminée, on les reprogramme et le sujet ne se souvient plus de rien. L'agence américaine s'intéresse particulièrement au LSD. 1 mois après l'arrivée de Gottlieb, le projet Artichoke est né. Les patients réticents étaient drogués avec des médicaments puissants, soumis à des températures et des sons extrêmes, à des pressions élevées, à des privations d'oxygène, de nourriture et de sommeil, attachés à des machines et électrochocs. Les chercheurs ont travaillé à la mise au point de nouveaux produits chimiques ou médicaments à utiliser lors d'interrogatoires spéciaux qui avaient déjà eu lieu sur des prisonniers en Allemagne et au Japon après la fin de la guerre. En 1951 par exemple, Gottlieb et ses collègues scientifiques de la CIA se sont rendus à Tokyo où 4 Japonais soupçonnés de travailler pour les Russes avaient été amenés en secret. On leur a alors injecté une foule de dépresseurs et de stimulants. Ils sont interrogés, puis abattus et jetés par-dessus bord dans la baie de Tokyo. L'équipe s'est ensuite rendue à Séoul, où elle a répété l'expérience sur 25 prisonniers de guerre nord-coréens qui ont ensuite été exécutés. Alors que Gottlieb et ses chercheurs se sont penchés sur l'hypnose, la privation physique et la brutalité, le domaine qui l'intéresse particulièrement est la drogue. Certaines de ces expériences, menées principalement par les chercheurs sur eux-mêmes, semblent presque comiques aujourd'hui. Pour le test, le soldat a reçu une forte dose de l'agent incapacitant administré par voie intramusculaire pour permettre une mesure précise du dosage. Après 15 minutes, il ne sera plus capable de focaliser son regard correctement. Dans 1 heure, son discours deviendra hasardeux. Les scientifiques ont commencé avec la marijuana, dont le nom de code optimiste était TD, Truth Drug. Ils l'ont mélangé à des bonbons
à de la sauce pour salade, l'ont fumé, mais hormis les effets que l'on connaît aujourd'hui sur la marijuana, l'expérience n'était pas concluante. Ils sont donc naturellement passés à l'étape supérieure, la cocaïne, en administrant aux malades mentaux des doses en quantité et sous des formes diverses. Puis vint l'héroïne, que les chercheurs payaient aux étudiants volontaires $1 de l'heure pour s'en administrer. Mais la drogue qui saisit Gottlieb était le LSD. Gottlieb a admis lui-même qu'il avait pris du LSD à plus de 200 reprises. Au début, les sujets des expériences avec cette drogue étaient des volontaires, des agents de la CIA et des scientifiques. Mais plus tard, les victimes ont reçu du LSD sans qu'elles le sachent et qu'elles en soient averties. En 1951, la guerre de Corée a servi d'excuse idéale. On accuse les Coréens et ses alliés chinois d'avoir réussi à retourner des prisonniers de guerre américains grâce à des techniques de lavage de cerveau. Il est donc urgent pour la CIA de rattraper son retard. Elle obtient ses crédits et lance alors en vitesse le projet Artichoke avec à sa tête Sidney Gottlieb, c'est l'homme de la situation. En 1952, Alan Dulles, un fervent partisan du travail de Gottlieb, devient directeur adjoint de la CIA et la nomination du chimiste s'accroît. De 1952 à 1953, Dulles et Gottlieb ont fait transporter des dizaines de produits non durables dans une maison sécurisée en Allemagne. Certains ont été nourris avec de grandes quantités de drogue, d'autres ont été soumis à des chocs électroconvulsifs, le tout dans le but de changer leur comportement. Des notes de service, demandant au sujet de se soumettre à des nouvelles techniques, ont révélé que les victimes ne survivaient pas à l'instruction, je cite, « ne nécessitant pas de problème d'élimination après l'application ». Chaque expérience a échoué et se soldait de la même façon. Les consommables ont été tués et leurs corps brûlés. Au bout de 18 mois, les chercheurs avaient fait leur chemin parmi les barbituriques, sédatifs, extraits de cannabis, cocaïne, héroïne et LSD, mais aucun n'a fonctionné. Pour autant, le projet ne fait que prendre de l'ampleur, et ce, de la manière la plus sinistre qui soit. Gottlieb propose alors une nouvelle extension au projet Artichoke et demande autorité sur toutes les recherches de la CIA en matière de contrôle de l'esprit. Avec ce projet, il serait non seulement libre de tester toutes les drogues et techniques imaginables sur les consommables, dans les prisons, à l'étranger, mais aussi sur le peuple américain, consentant ou non. Le projet MK-Ultra était né. Gottlieb est devenu le maître du contrôle des esprits de l'Amérique, l'empoisonneur en chef. Il a reçu l'autorisation de lancer et de mener des expériences à volonté. Derrière ce curieux acronyme, MK-Ultra est en fait un Umbrella Project, un nom parasol servant à dissimuler une myriade de sous-projets macabres. L'équipe de Gottlieb était composée de chimistes obsédés, de maîtres espions, de tortionnaires, d'hypnotiseurs et d'ex-médecins nazis. Il existait un nouveau type de consommables pour Gottlieb, principalement des consommateurs de drogue en pleine période hippie, des petits délinquants qui ne se plaignaient pas. Dans le cadre d'un autre projet, des enfants âgés de 6 à 11 ans atteints de schizophrénie ont reçu du LSD tous les jours pendant 6 semaines. Des maisons closes ont été créées et câblées pour étudier l'impact de la combinaison du sexe et de la drogue sur la volonté des hommes à divulguer des secrets. Enfin, chose la plus horrible, des enfants malades mentaux ont été nourris avec des céréales additionnées d'uranium et de calcium radioactif. Tout ceci, encore une fois, n'est pas de la fiction. Des archives déclassifiées de la CIA, des commissions d'enquête et de nombreux témoignages nous prouvent que cela est bel et bien arrivé. La machine à broyer de la CIA est en marche. Elle est tellement aveuglée par ses objectifs qu'elle ira jusqu'à propulser des bactéries cachées dans des ampoules électriques au cœur de New York dans le métro afin de calculer la vitesse de propagation du virus en cas de guerre virale. Au total, des archives issues du Health Subcommission de 1977 révèlent que ce ne sont pas moins de 149 sous-projets qui ont été financés via le projet MK-Ultra, dont, entre autres, des projets sur la modification de la personnalité, portant principalement sur les effets de la drogue, de l'hypnose, mais aussi des projets de recherche de toxines, de drogues et l'étude de l'absorption de telles molécules dans l'organisme. Enfin, des projets impliquant le manque de sommeil, des électrochocs, harcèlement et même l'étude de la perception extrasensorielle. Le projet MK-Ultra est un projet tentaculaire dont Sidney Gottlieb tire les ficelles jusqu'aux plus hautes institutions des États-Unis, et ce, sur plusieurs continents. Des établissements tels que le Massachusetts General Hospital, le Mount Sinai Hospital, les universités de Pennsylvanie, du Minnesota, de Denver, de l'Illinois, l'Oklahoma, Rochester et Texas, Indiana, ainsi que l'université de Berkeley, Harvard, Columbia, du MIT,
Stanford, Baylor, George Washington et bien d'autres ont contribué à ce sinistre projet. Les médecins recevaient d'énormes indemnités pour administrer des médicaments à leurs patients sur l'ordre de Gottlieb. Au total, ce ne sont pas moins de 185 chercheurs non gouvernementaux, 80 institutions, dont 44 universités, 15 instituts de recherche et compagnies pharmaceutiques, 12 hôpitaux et cliniques et 3 centres pénitentiaires qui sont impliqués. En 1952, il y a même 4 équipes activées composées d'un spécialiste de recherche, d'un médecin et d'un technicien de sécurité travaillant en France, en Allemagne de l'Ouest, au Japon et en Corée. Parmi ces nombreux chercheurs, le docteur Donald Ewen Cameron, directeur de l'Institut psychiatrique du Allan Memorial de Montréal, est sans doute l'un des plus prolifiques. Durant près de 10 ans, il va conduire, grâce aux subventions de la CIA, de nombreuses expériences sur ses patients, incluant la prise de drogue massive, des comas artificiels, trépanation. Il va même jusqu'à faire écouter des messages en boucle, jour et nuit, dans le but de les reprogrammer. Robert Lugue comptait parmi ses patients. On m'a injecté toute une liste de drogues tous les 2 jours environ. C'était parfois des mélanges avec de l'amital de sodium et d'autres drogues. J'étais conscient de l'enceinte sous mon oreiller. J'étais conscient des mots. Tu as tué ta mère. Comme je l'ai dit, il ne faut environ que 2 secondes pour dire ce message. Et ça a duré 23 jours. Quand je suis rentré chez moi après avoir été là-bas et que j'ai vu ma mère, pourquoi était-elle là? Cela n'avait aucun sens. La plupart des patients n'osent pas se rebeller. Le personnel médical a une emprise psychologique sur eux. Nous faisons tout cela dans le but de votre traitement. Ne voulez-vous pas aller mieux? Ne voulez-vous pas être guéri? Que tout redevienne comme avant? Voici ce que les patients se voyaient répondre. Manipulés et faibles, ils étaient sans défense. Parmi ces personnes consommables, les prisonniers. En effet, les substances créées sont tellement puissantes qu'on ne peut les employer que dans des lieux discrets, protégés, à l'abri des regards. Les prisons sont donc un endroit idéal. C'est Helen Hornblum qui va dénoncer le système. À l'époque, il travaille dans le centre pénitentiaire de Holmesburg, en Pennsylvanie. J'ai commencé à travailler dans la prison de Philadelphie et au cours de mes premières visites dans le complexe, j'ai vu des dizaines d'hommes portant des rubans adhésifs, des bandages et toutes sortes d'enveloppes autour de la tête, du dos et du bras. Je ne pouvais pas m'imaginer que la prison était aussi dangereuse. Je sais qu'il y a parfois des bagarres nocturnes dans les blocs et qu'il y a des guerres de gangs. Alors le jour suivant, j'ai demandé au gardien quand je l'ai vu et là il m'a dit « Oh non, c'est rien, c'est juste les tests de parfum pour l'université de Pennsylvanie ». Ce que j'ai appris par la suite, c'est que ces expérimentations médicales, avec des conséquences graves et invasives sur les cobayes, ont eu lieu pendant plus de 20 ans avant mon arrivée. Ces expériences sont menées par l'Université de Pennsylvanie dans une vingtaine de centres pénitentiaires à travers le pays. Parmi les prisonniers, Youssef Anthony, dont les conséquences sur sa santé se font encore sentir aujourd'hui. Ils ont mis 6 patchs sur mon dos, soi-disant du bain moussant, mais c'était en fait une solution qu'ils ont pulvérisée sur mon dos pour que les patchs se collent afin que mon dos ne transpire pas. Et c'était très toxique. Mes mains et mes pieds ont éclaté. Tout mon corps était enflammé après que le poison ait pénétré dans mon système. C'était des benzoïques, des isotopes et d'autres drogues. C'est entré partout dans mon sang, ça m'a empoisonné et j'en souffre encore aujourd'hui. Les médecins l'ont classé comme partiellement invalide, atteint de maladies du foie, de problèmes génitaux et d'un cancer de la prostate. L'université de Cincinnati, elle, remarque que le département médical irradie à doses massives sur le corps tout entier des malades qui se présentent pourtant avec des tumeurs bénignes. Au sous-sol, une machine effrayante irradie sur tout le corps avec un seul faisceau. Les effets sont dévastateurs. De nombreux patients meurent quelques semaines après leur exposition d'une défaillance de la moelle épinière. À la tête du département, le docteur Eugene Singer, un radiologiste pourtant réputé et patriote, qui faisait, disait-il, son devoir pour son pays. Martha Stephens, qui a découvert ce scandale et est à l'origine d'un procès pour les victimes, fait remarquer à quel point les justifications patriotiques des chercheurs lors du procès étaient en tout point semblables à celles évoquées par les nazis lors du procès de Nuremberg. En 1969,
Le docteur a écrit au département de la défense des États-Unis, dans le cadre de leur nouveau contrat, je cite, « En dépit des discussions sur le désarmement avec l'Union soviétique en cours, les tensions pourraient s'accroître. Dans cette situation de crise actuelle et continue, il est nécessaire de poursuivre de manière accrue les recherches scientifiques sur l'effet des radiations et les possibilités de traitement sur le corps humain. » Mais je crois que c'est clair, il n'y a aucun mot sur le cancer ou quoi que ce soit là-dedans. C'est exactement ce que les médecins nazis ont dit. Ils ont dit à l'époque, écoutez, nous avions une guerre en cours, nous devions prendre soin de nos troupes et de notre propre sécurité. La juge a fait un travail formidable. Elle a été l'une des premières à prendre la décision de justice et à dire que le code de Nuremberg était applicable au peuple américain. L'emprise de Gottlieb, qui dispose d'un permis de tuer octroyé par le gouvernement, paraît démesurée. Dans un cadre bien défini, sa propre équipe n'a jamais contesté l'éthique de ses expériences, car la plupart en avaient tout simplement peur. Gottlieb lui-même était connu pour injecter dans le café et les boissons de ses collègues des drogues sans goût ni odeur, prenant un malin plaisir à regarder ses collègues sous l'emprise de ces drogues. Une note interne de 1954 de la CIA conseillait même à son personnel de ne pas boire le punch à la soirée de Noël organisée. Le travail de MKUltra était si secret que seules 2 personnes savaient réellement ce qui se passait. Gottlieb lui-même et son adjoint Richard Lashbrook. Ils ont écrit le moins possible et chacun ne disposait que d'une partie des informations. Mais lors d'une retraite du personnel dans une loge en Virginie, Gottlieb a fait quelque chose qui allait revenir jouer un rôle dans sa chute et faire connaître le nom de MKUltra au grand public. Frank Olson était un autre brillant chimiste qui avait été recruté par Baldwin et qui travaillait en étroite collaboration avec Sidney Gottlieb. Les 2 hommes ont voyagé ensemble à travers le monde pour assister à des interrogatoires spéciaux sous l'influence de drogues souvent fabriquées par Olson lui-même. Mais à l'automne 1953, Gottlieb glisse du LSD dans le punch d'Olson. 9 jours plus tard, Olson plonge de 13 étages d'une chambre d'hôtel de Manhattan. Étrangement, peu de temps avant, il avait demandé à quitter le programme, paranoïaque, désorienté et déprimé. Gottlieb a toujours soutenu que sa mort était un suicide. La famille d'Olson, elle, pense que son désir de quitter le projet a conduit à son assassinat. Des décennies plus tard, le fils d'Olson a réussi à faire exhumer le corps de son père et a pratiqué une nouvelle autopsie. Le pathologiste a noté que bien qu'Olson ait atterri sur le dos, le crâne, au-dessus de son œil gauche, était défiguré. Il a donc changé les causes de la mort, passant de suicide à accidentel. Étrangement, la même année où Olson est mort, Gottlieb a écrit un manuel de la CIA sur les assassinats. L'une des méthodes qu'il recommandait était l'accident artificiel. Il écrit « L'accident le plus efficace est une chute de 75 pieds sur une surface dure. Il sera généralement nécessaire d'étourdir ou de droguer le sujet avant de le faire tomber. Une pierre ou un caillou lourd fera l'affaire. » À l'époque, une enquête est ouverte sur la mort d'Olson. À l'issue du Rockefeller Commission, personne ne sera condamné, mais le nom de MKUltra est désormais connu. En 1961, le nouveau directeur de la CIA, John McClone, a ordonné un rapport sur le MKUltra et son travail. Lorsqu'il est présenté en 1963, effaré, il ordonne une surveillance accrue des protocoles. Gottlieb, n'ayant plus le contrôle qu'il désirait sur le projet, décida simplement d'y mettre un terme. Il se réinventa alors comme le vrai agent Q des films de James Bond, en concevant des outils d'espionnage avant que le scandale du Watergate ne mette en branle une série d'événements et d'enquêtes qui ont mis fin à sa carrière et détruit son anonymat. En 1972, le scandale du Watergate sème la panique au sein de la CIA. Elle sait qu'elle a bafoué tous les codes éthiques. Richard Helms, passé de directeur adjoint à directeur entre-temps, n'a pas informé le président de tout ce qui se tramait dans les laboratoires. En 1973, il ordonne alors l'arrêt des expérimentations et démissionne aussitôt. Richard Helms avait une longue histoire d'amitié avec Gottlieb et l'avait protégé par le biais de différentes administrations. Gottlieb, lui, fut licencié après avoir refusé de fournir une couverture au président Nixon, mais avant son départ, Helms et Gottlieb ont détruit tous les documents associés à MKUltra.
Le 30 juin 1973, Gottlieb prit sa retraite et a reçu la médaille de l'intelligence distinguée, l'un des plus hauts ordres de l'agence. En 1974, le président des États-Unis, Gerald Ford, prête serment. Il veut faire la lumière sur ce qu'il se passe au sein de ses services, et notamment de la CIA. En 1975, il met en place une première commission d'enquête. Son travail est compliqué, car les responsables de l'agence, appelés à témoigner, disent ne rien se rappeler de cette période ou minorent leur agissement. C'est grâce à un archiviste que la vérité éclatera finalement. Il découvrira plusieurs cartons oubliés par sa direction et les remettra à la commission d'enquête. Celle-ci prendra alors toute l'ampleur des tentacules de la CIA infiltrés dans les plus hauts rouages du pouvoir. L'agence elle-même reconnut par la suite qu'il n'y avait aucun protocole scientifique et que les agents chargés de diriger les expériences n'avaient aucune qualification scientifique. Les sujets n'étaient accessibles que quelques heures et le traitement rendait impossible tout suivi du patient. Gottlieb fut rappelé à Washington entre 1975 et 1977 à témoigner devant 2 commissions du Congrès. Il l'a fait, mais sous condition d'immunité. Il disait malheureusement ne rien se souvenir en raison de la prise de LSD durant cette période. Malgré les preuves et le procès, ni Gottlieb, ni le directeur de la CIA de l'époque ne seront condamnés grâce à l'immunité pour agissement pour le bien de la nation. Ironiquement, peu de temps après le procès, Sidney Gottlieb et Margaret, sa femme, ont décidé de tout vendre, de monter à bord d'un cargo de San Francisco et de partir en Australie en faisant du bénévolat et en cherchant à s'épanouir spirituellement. Mais les fantômes du passé ressurgissent tôt ou tard. Entre 1957 et 1984, j'ai été un jouet entre toutes les mains du gouvernement. Son but ultime était de me programmer mentalement pour fabriquer une parfaite espionne. Pour cela, il y a eu recours à des produits chimiques, radiation, aux drogues, à l'hypnose, aux électrochocs, à l'isolation dans des cuves remplies d'eau, à la privation de sommeil, au lavage de cerveau et aux violences verbales, physiques, émotionnelles et sexuelles. J'ai été malgré moi exploité pendant près de 30 ans, et les seules explications qui m'étaient données étaient, je cite, que la fin justifie les moyens et que je servais mon pays dans sa lutte contre le communisme. Et après des décennies, de nombreux procès, et face aux voix de plus en plus nombreuses des victimes rompant le silence, Bill Clinton, alors président des États-Unis, présente ses excuses au nom du peuple américain en 1993 pour les expérimentations commises durant ces années. Those who led the government when these decisions were made are no longer here to take responsibility for what they did. So today, on behalf of another generation of American leaders and another generation of American citizens, the United States of America offers a sincere apology to those of our citizens who were subjected to these experiments, to their families, and to their communities. Il est difficile de concilier ces meurtres calculés avec l'image que Gottlieb a présentée au monde extérieur et à son travail. Car s'il a signé des études qui ont vu des centaines d'hommes, de femmes et d'enfants torturés ou même tués, Gottlieb était l'image même d'un mari et d'un père aimant. Il élevait des poules, ramassait leurs œufs, il gardait des chèvres qu'il trayait chaque matin, il cultivait des légumes et vivait une sorte d'éco-rêve bien en avance sur son temps. Il est mort chez lui, en Virginie, le 7 mars 1999. Gottlieb est peut-être mort, mais son travail lui a succédé. La CIA va s'inspirer de ses recherches pour la rédaction d'un manuel d'interrogatoire. Il va être en service pendant des années et il ne fait aucun doute sur le fait que la CIA les utilise encore à Guantanamo par exemple. Aujourd'hui encore, des techniques de lavage de cerveau sont utilisées par tous les services secrets du monde et sans doute aussi par les terroristes. Choc électrique, position inconfortable, humiliation sexuelle, privation de sommeil et de nourriture, menace de mort, technique du bon flic et du méchant flic. Nous devons tout cela au travail du docteur Sidney Gottlieb à repousser les limites de l'éthique pendant près de 20 ans. Merci d'avoir écouté ce premier épisode de Science Frisson. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager cet épisode, ou même à laisser une review ou un commentaire. Si vous ne voulez surtout pas manquer le prochain épisode, abonnez-vous, et surtout n'hésitez pas à aller voir Ripley Media sur les réseaux sociaux pour vous permettre de découvrir d'autres émissions autour de la science. À bientôt pour un prochain épisode de Science Frisson.